Et si la lumière était l'arme ultime contre les coups d'État? Ni répression, ni blindés, mais la vérité, nue, exposée à toute une nation. Imaginez un instant. La scène se passe non dans un bureau obscur, ni dans un tribunal militaire fermé, mais devant des millions de citoyens, rivés à leurs écrans ou rassemblés sur les places publiques. C'est là, au cœur de la société, que le pouvoir du secret se dissout et que la confiance collective peut, peut-être, renaître. En janvier de l'année 2026, le Burkina Faso a déjoué un complot sans un seul coup de feu. Pas de sirène dans la nuit, pas de colonnes de véhicules blindés dans les rues, mais des aveux bruts, retransmis devant des millions de regards incrédules. Ce fut un choc, un basculement. Le peuple, habitué à l'opacité des crises, découvre soudain chaque détail d'une machination tissée dans l'ombre. Ce jour-là, les conspirateurs ont été forcés de raconter, étape par étape, comment ils avaient voulu renverser l'État. Ils ont cité des noms, décrit les circuits de financement, désigné des soutiens jusqu'au-delà des frontières. C'était une radiographie complète d'une trahison, exposée sans filtre. Chacun put voir l'ampleur du réseau, la froideur des calculs, l'absence d'idéaux. Chaque détail, chaque hésitation, a été mis en scène comme une leçon publique pour la nation. La riposte du pouvoir burkinabé a été inédite. Surveiller, consigner patiemment chaque geste, chaque contact, chaque transaction suspecte, puis révéler l'intégralité du réseau au grand jour. Il n'y a pas eu de bouc émissaire, pas de manipulation grossière. Nul n'a échappé à la lumière, aucun complice n'a pu se réfugier dans l'ombre. Cette transparence radicale marquait un tournant par rapport aux pratiques du passé. Au milieu de la tempête, le président Ibrahim Traoré n'était pas seulement visé, il est devenu le symbole d'un ordre nouveau. Un ordre où l'impunité, l'amnistie de convenance et le recyclage des élites ne seraient plus tolérés. Pour la première fois, le pouvoir affirmait que toute tentative de subversion aurait un coût, que les trahisons ne seraient plus effacées par de simples compromis. Pendant des décennies, le scénario fut toujours le même. Cercle frustré, alliance de circonstances, argent sale et ambition sans lendemain. Les auteurs de putsch étaient rarement sanctionnés. Souvent, ils étaient même pardonnés, parfois réintégrés dans l'appareil d'État. L'histoire se répétait, chaque épisode préparant le suivant. On se souvient de la Guinée en 2008, du Mali en 2012, ou encore du Niger en 2023. Chaque fois, des militaires promettèrent de réformer, puis s'accrochaient au pouvoir, souvent avec la bénédiction discrète de puissances étrangères. Mais que reste-t-il quand l'État décide, enfin, que trahir aura un prix? Quand ce prix ne sera plus négociable, ni effaçable derrière un rideau d'amnistie. Le Burkina Faso a transformé la conspiration en preuve, et la faiblesse d'hier en avertissement solennel. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire interne, mais d'un message adressé à toute la région. Accepter le compromis permanent, c'est condamner la société à l'instabilité, offrir son avenir à une minorité cynique. Tant que la jeunesse verra l'impunité régner, l'histoire des coups d'État restera une menace, prête à ressurgir à chaque crise. La frustration grandit, l'espoir d'un changement pacifique s'étiole, et la tentation de la violence s'installe dans les esprits. Ce n'est plus un simple fait divers, c'est peut-être le début d'un nouveau pacte. Un pacte où, pour la première fois, la transparence devient l'ultime rempart contre la trahison. Ce n'est pas sans rappeler les commissions vérité et réconciliation en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, où la lumière sur les crimes passés a permis, non d'oublier, mais de reconstruire sur des bases plus saines. Mais comment ce choix radical a-t-il été possible, et à quel prix? Derrière cette mise en scène, une bataille invisible s'est jouée dans les coulisses du pouvoir. Les résistances ont été multiples. Certains hauts gradés hésitaient à exposer leurs collègues. Des partenaires étrangers redoutaient l'instabilité. Pourtant, la décision fut prise. La vérité, coûte que coûte. Pourquoi les coups d'État se multiplient-ils en Afrique de l'Ouest? Et pourquoi ceux qui les fomentent en sortent-ils presque toujours indemnes? Cette interrogation obsède une génération entière, spectatrice d'un cycle qui semble sans fin. Selon un rapport de l'Union africaine, entre 2000 et 2023,
plus de 8 tentatives de putsch ont secoué la région. À chaque fois, les causes profondes étaient les mêmes: déliquescence institutionnelle, corruption, frustration populaire, manipulations étrangères. Derrière le décor officiel, l'histoire postcoloniale de la région s'écrit comme une succession d'accords précaires, sans cesse brisés par des putschs inattendus. Une stabilité fragile, continuellement menacée par des ambitions et des rancœurs souterraines. Des exemples abondent. Au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, les transitions démocratiques ont souvent été interrompues par la force, parfois avec le soutien discret de réseaux économiques ou militaires internationaux. Les architectes de ces bouleversements ne sont plus des idéalistes, mais des militaires aigris, des financiers réfugiés loin du pays, et des intermédiaires locaux prêts à tout pour tirer parti du chaos. Ce ne sont ni des héros, ni des révolutionnaires, c'est l'opportunisme, la promesse de gains rapides et le sentiment d'impunité qui les réunissent, dans l'ombre des grandes déclarations. Ce fut le cas au Burkina Faso en 2015, lorsque le général Gilbert Diendéré, fort de ses appuis dans l'armée et de ses réseaux internationaux, tenta lui aussi de restaurer l'ancien régime. Depuis des décennies, un modèle se répète. L'échec du coup d'État mène rarement à la chute définitive. Les instigateurs disparaissent, négocient leur retour en coulisses et finissent au presque toujours réintégrés dans l'appareil d'État, blanchi par l'oubli. Pour eux, l'échec n'est qu'une étape, rarement un point final. Nombre de putschistes de la région sont aujourd'hui ambassadeurs, conseillers spéciaux ou dirigeants de grandes entreprises publiques. Ce cercle vicieux façonne l'imaginaire collectif. À chaque nouveau putsch, l'espoir d'un changement par les urnes s'amenuise, surtout pour la jeunesse. La population, épuisée, se sent prise au piège d'un jeu où les dés sont pipés. Les mêmes visages reviennent, les promesses s'évaporent, et la démocratie semble n'être qu'un mot creux. Lors des élections au Mali, en 2018, de nombreux jeunes affichèrent leur scepticisme, convaincus que le résultat serait de toute façon confisqué par des manœuvres de coulisses. À force d'impunité, la ruse remplace la règle, et l'exemplarité disparaît des attentes. Le pouvoir devient un masque, derrière lequel s'agitent les mêmes intérêts, indifférents aux conséquences pour la société. Dans certains cas, comme en Guinée en 2008, les putschistes ont même organisé des élections sur mesure pour se donner une légitimité fragile mais suffisante. Pourtant, en janvier 2026, au Burkina Faso, un événement va briser cette logique. Ce ne sera pas la force brute, mais une surveillance patiente, implacable, qui va imposer la lumière là où régnait l'ombre. Cette stratégie rappelle celle des autorités sud-coréennes dans les années 1980, lorsqu'elles ont choisi d'exposer publiquement les réseaux de corruption, provoquant un choc salutaire dans la société. Ce coup d'État manqué ne ressemblera à aucun autre. Pour la première fois, les masques vont tomber et l'impunité va vaciller. On se souvient que dans l'ancienne Rome, l'exposition publique des comploteurs de la conjuration de Catilina avait eu un effet durable. La société comprenait que la trahison ne pouvait plus se dissimuler sous le manteau du secret. Que se passe-t-il lorsqu'un État choisit de laisser mûrir le péril, au lieu de l'étouffer dans l'œuf? C'est le pari dangereux que le Burkina Faso a tenté en janvier de l'an 2026. Plutôt que de s'abattre sur les premiers frémissements d'une conspiration, les autorités ont observé, surveillé, laissé le réseau s'étendre et révéler ses maillons. Une prise de risque comparable à celle de l'opération Manipulite en Italie dans les années 1990, où les enquêteurs ont laissé des réseaux mafieux s'étendre pour pouvoir démanteler la totalité de la structure. Le complot n'était pas une improvisation désordonnée, mais un mécanisme précis, bâti en 3 strates. D'abord, neutraliser la force militaire la plus redoutable, l'unité de drone. L'assassinat ciblé de son chef n'était pas un simple meurtre, mais une tentative froide de priver le pays de sa supériorité en surveillance et en frappe rapide. Une stratégie similaire fut employée lors du coup d'État raté en Turquie en 2016, où les rebelles tentèrent de neutraliser les chefs des forces spéciales pour désorganiser la riposte. La deuxième strate visait la logistique. Des armes arrivaient discrètement, en quantité modeste, disséminées dans la capitale. Ce flux invisible, orchestré par des relais bien placés, devait permettre à des équipes clandestines d'agir sans attirer l'attention des services officiels.
On retrouve ce schéma dans de nombreux coups d'État africains, où la discrétion prévaut sur la force brute, comme lors du coup d'État au Niger en 2010. Enfin, la troisième strate, la plus explosive, l'activation de cellules dormantes. Au signal, de petits groupes cloisonnés devaient semer la panique, misant sur la confusion et la vitesse, et non sur l'adhésion populaire. Ce principe d'action rapide et dispersée avait déjà été employé lors du putsch manqué au Venezuela en 1992, où des groupes de militaires s'étaient activés simultanément pour tenter de désarmer la réaction du pouvoir. Mais derrière cette mécanique menaçante, la véritable faille du complot était son moteur, l'argent. Ni patriotisme, ni foi, ni cause commune. Juste la perspective d'une rétribution, alimentée par des fonds venus de l'extérieur, transitant par des pays voisins, puis morcelés entre les complices. Plus le réseau grandissait, plus la fidélité se fissurait. Cette logique du « chacun pour soi » rappelle également la chute du réseau Gladio en Europe dans les années 1990, où le manque d'idéaux a précipité la trahison des membres. Les services de l'État l'ont compris. Plutôt que de détruire la toile prématurément, ils ont laissé chaque réunion clandestine se tenir, chaque arme être livrée, chaque paiement circuler. Tout était observé, fiché, reconstitué patiemment. La surveillance, loin d'être passive, visait à dessiner la totalité de l'architecture, à transformer la suspicion en certitude. Cela s'apparente à la méthode utilisée par les services secrets israéliens lors de la traque des cellules du Mossad. Ne jamais arrêter trop tôt pour capturer la totalité du réseau. La patience est devenue l'arme maîtresse. L'État ne cherchait plus à tout prix à empêcher l'attaque, mais à attendre que l'intention se change en acte, que la preuve soit irréfutable. C'est là que le risque a atteint son sommet. Un faux mouvement, une alerte précipitée, et tout le réseau se serait évanoui, ne laissant qu'un parfum de soupçon. Mais la patience a fini par payer, comme lors du démantèlement du coup d'État de 2015 au Burkina Faso, où l'attente a permis d'arrêter les principaux instigateurs en flagrant délit. Lorsque le moment a été jugé idéal, l'arrestation s'est déroulée comme une opération de précision. En quelques heures, tout le réseau a été démantelé. Les armes saisies en transit, les intermédiaires capturés avec l'argent encore sur eux, les communications interceptées à l'instant de l'activation. Impossible de nier, impossible de masquer la portée de la conspiration. Cette méthode rappelle celle employée lors de l'opération Main propre en Italie, où les arrestations coordonnées ont permis de désarticuler la mafia. Le vrai triomphe de l'État n'a pas été seulement de faire échouer le complot, mais de l'exposer, preuve en main. Par ce choix de transparence, le Burkina Faso a brisé le cycle de l'impunité, qui, jusque-là, permettait au réseau d'ombre de renaître sans conséquence. Un précédent qui fait écho à la politique de tolérance zéro, adoptée par le Rwanda après le génocide, où chaque crime politique fut exposé devant des tribunaux populaires, les fameux Gakaka. Mais en optant pour la lumière, l'État a déclenché une onde de choc politique, bien plus vaste et imprévisible. L'arrestation massive n'a pas seulement déjoué un coup d'État, elle a bouleversé les équilibres fragiles du pays. Désormais, la société entière se retrouve face à des questions inédites sur la confiance, le pouvoir et la justice. Les débats se multiplient. La vérité suffit-elle à tuer un complot ou ne fait-elle qu'en révéler le vrai visage? Sous les projecteurs de la télévision nationale, devenu tribunal géant, les putschistes ont avoué. Leur récit glorieux s'est effondré sous les regards de millions de citoyens. Plus de masques de sauveurs, seules demeurèrent des voix tremblantes et la nudité d'un projet sans cœur. Cette scène rappelle le procès public de Nicolae Ceausescu en Roumanie, en 1989, où le dictateur déchu perdit tout aura en quelques minutes de vérité brute. Au centre, Salif Soado s'est avancé. Il n'était ni l'architecte du coup, ni un simple exécutant. Il incarnait la passerelle entre les ambitions des anciens et l'espoir des jeunes. Sa confession, hésitante et amère, a mis à nu le sort de toute une jeunesse sacrifiée, manipulée sans avoir eu le choix. Comme lors des aveux des jeunes putschistes maliens en 2012, la société a pris conscience de l'instrumentalisation dont elle faisait l'objet. La colère, d'abord dirigée contre les conspirateurs, a vite débordé. Les Burkinabés ont désigné un ennemi plus vaste, le système lui-même.
Ils ont compris que le danger n'était pas qu'une poignée de militaires, mais l'éternel manège où les élites anéantissent l'avenir des jeunes au profit de leur propre pouvoir. Ce basculement du ressentiment rappelle celui de la Tunisie en 2011, lorsque la chute de Ben Ali a révélé la profondeur de la crise sociale au-delà du seul dictateur. Le récit national a changé en quelques heures. Il ne s'agissait plus d'un coup audacieux, mais de la chute d'un vieux décor, dévorant les rêves d'une génération entière. La télévision, en direct, a pulvérisé le mythe du putsch romantique. On a vu, comme en Ukraine lors de la révolution orange, que l'espoir ne réside plus dans l'homme providentiel, mais dans la capacité collective à réclamer des comptes. L'effondrement fut total. Dévoilés, les responsables n'avaient nulle part où fuir. Leur prestige s'est éteint dans l'aveu. Leurs discours se sont dissous dans la lumière crue des faits. Les spectateurs ont compris. Il ne s'agissait pas d'hommes d'honneur, mais de pions interchangeables sur l'échiquier de la trahison. Cette révélation a eu le même effet que la publication des Pentagon Papers aux États-Unis, qui a brisé le mythe de l'État infaillible. La sanction est tombée sans délai. Le président a lancé une mesure radicale. Désormais, toute tentative de putsch serait passible de la peine capitale. Un avertissement inédit qui a glacé jusqu'aux frontières voisines. La ligne rouge est tracée, gravée cette fois dans la pierre. Cette sévérité rappelle celle de la Turquie après le putsch raté de 2016, où des centaines de militaires furent condamnés pour exemple. Mais exposer la vérité suffit-il à réparer la société? Si la transparence échoue à transformer les mentalités, si la lassitude ou le cynisme gagne, la spirale de l'instabilité reviendra, plus dangereuse que jamais. Les exemples du passé abondent. Après la révélation des scandales de la CIA dans les années 70, une partie de la société américaine a sombré dans la défiance généralisée, faute de réformes structurelles. Les Burkinabés font alors face à un choix historique. Céder à la fatigue ou saisir cette brèche pour rebâtir leur avenir collectif. L'heure n'est plus seulement à la justice, mais à l'invention d'un nouveau pacte social. Cela passe par des réformes concrètes, renforcer les institutions, donner la parole à la société civile, investir dans l'éducation civique, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur l'action publique. Et si ce qui s'est passé au Burkina Faso en janvier 2026 redéfinissait la résistance à l'instabilité sur tout le continent? Cet épisode n'est pas un simple échec de coup d'État. Il impose un précédent. Chaque État doit choisir entre tolérer d'anciens réseaux tapis dans l'ombre ou imposer de vraies conséquences à ceux qui menacent la stabilité collective. C'est un dilemme auquel ont été confrontés de nombreux pays d'Amérique latine après les dictatures militaires, la tentation de l'amnistie ou le choix de la justice. Pour la jeunesse africaine, le message est limpide. La résilience de l'État se mesure à sa capacité de résister au chantage et à l'opacité, pour préserver l'avenir de tous. La force ne réside plus dans la brutalité ni le secret, mais dans la faculté à transformer une faiblesse historique en leçon. L'État peut, et doit, choisir la transparence, plutôt que de sacrifier l'énergie de sa jeunesse dans des cycles de crise sans fin. Ce moment burkinabé marque une rupture franche avec la vieille tradition d'amnésie stratégique et de médiation molle. Fini les promesses de réforme sans lendemain, les compromis éternels qui plongent chacun dans la zone grise. Ici, la notion de conséquence supplante la négociation sans fin. Ceux qui misaient sur l'impunité savent désormais que l'exposition publique met fin aux accords secrets. Cette dynamique a été étudiée par de nombreux politologues qui soulignent que la transparence radicale, si elle s'accompagne de réformes, peut durablement changer la culture politique d'un pays. Mais cette transition n'a été possible que grâce au rôle central du public. Les citoyens, en exigeant des comptes et en refusant d'être instrumentalisés par les discours d'urgence, ont imposé une vigilance nouvelle aux dirigeants. La population ne veut plus être simple spectatrice du chaos. Elle exige transparence, responsabilité et vérité sur les réseaux qui exploitent la peur. Des initiatives comme les assemblées citoyennes ou les commissions de vigilance se multiplient déjà dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, signe d'une société en éveil. Ce qui s'est joué ici force toute la région à regarder en face un nouveau paradigme. Ignorer cet exemple, c'est accepter de redevenir encore et toujours les figurants d'un scénario écrit par d'autres, condamnés à l'instabilité chronique
et à l'effacement de toute souveraineté réelle. Comme le disait Nelson Mandela, ce n'est pas la lumière qu'il faut craindre, mais l'habitude de l'ombre. Alors, que faire de ce moment de bascule? Ce choix appartient désormais à chaque société, à chaque génération, prête à transformer l'histoire en outil de survie, et non en répétition des erreurs du passé. Cela suppose de tirer des enseignements précis, renforcer l'indépendance de la justice, protéger les lanceurs d'alerte, garantir l'accès des médias à l'information, instaurer des formations citoyennes dès le plus jeune âge. Mais la question demeure. Ce précédent suffira-t-il à inspirer un vrai changement, ou sera-t-il étouffé par les mêmes forces qui l'ont précédé? Tout dépendra de la volonté collective d'en tirer les leçons. Comme lors du printemps arabe, l'élan initial peut être récupéré par les anciens réseaux, si la société ne garde pas la vigilance. Ce qui s'est effondré en janvier 2026 au Burkina Faso, ce n'est pas seulement un putsch, mais l'illusion tenace de l'impunité sans fin. C'est un avertissement, mais aussi une promesse. La lumière n'est efficace que si elle est entretenue, si chaque génération refuse de baisser la garde. Pendant des années, les complots se tramaient à l'abri des regards, couverts par le silence ou par la peur. Cette fois, tout a été mis à nu. Les noms, les actes, les intentions, exposés sous la lumière crue de la transparence. Comme dans la Grèce antique, où les citoyens d'Athènes exigeaient des comptes publics de leurs magistrats, les Burkinabés ont compris que la démocratie ne survit que dans l'exigence constante de vérité. L'État n'a pas choisi la vengeance discrète, mais la reddition de comptes sur la place publique. Les coupables ont dû répondre, non pour satisfaire la colère, mais pour briser l'habitude mortifère de l'oubli organisé. Il n'y a plus de coulisses où effacer les fautes. Chaque trahison laisse désormais une cicatrice visible dans la mémoire collective. Cette mémoire doit être entretenue par l'éducation, la commémoration, la transmission orale, pour que l'histoire ne soit pas manipulée par ceux qui rêvent de revenir dans l'ombre. Mais cette mémoire, elle vacille. Va-t-elle, par lassitude ou par peur, refermer la parenthèse et laisser les anciennes complicités ressurgir? Ou bien saura-t-elle saisir ce moment pour imposer une nouvelle règle? Que plus aucun citoyen ne contribue par son silence à la répétition du mal. Ce dilemme dépasse les chefs et les institutions. Il touche chaque famille, chaque jeune, chaque témoin qui hésite entre l'indifférence et l'engagement. Car la vigilance n'est plus d'attendre la prochaine crise, mais de s'emparer du récit, de refuser que seuls les puissants écrivent l'histoire. Cela suppose la création de médias indépendants, la protection des journalistes, la valorisation de la parole citoyenne et le refus des lois d'amnistie taillées sur mesure. Le coup d'État manqué n'a pas apporté une victoire définitive. Il a, surtout, imposé une responsabilité partagée. Questionner la version officielle, refuser l'oubli, protéger la rupture fragile qui vient de naître. Dans ce combat, chaque voix, même isolée, pèse. C'est la somme de ces résistances invisibles qui fait naître une démocratie véritable. Ce moment n'est donc pas qu'une fin, mais peut-être le début d'un pacte inédit entre l'État et son peuple, fondé sur la confiance, la parole donnée et la vigilance commune. Un pacte à réinventer chaque jour, à chaque alerte, à chaque tentation du secret, pour que la lumière ne soit pas un accident, mais la norme d'une société enfin réconciliée avec elle-même.